Alors, bonjour chers auditeurs, voilà, nous sommes dans une étude à Nanterre chez Maître Olivier Morin. Voilà, donc je lui présente mes meilleurs vœux 2021. Nous sommes le 12 janvier et il a la gentillesse de nous accueillir dans son étude. Je vais lui poser quelques questions. Alors, cher Maître Olivier Morin, est-ce que vous pouvez vous présenter vous en quelques mots et votre étude? Alors, merci de me donner l'occasion de vous parler. J'ai le plaisir d'animer cet office notarial à Nanterre depuis 2008. C'est un office qui a été créé par concours national. Et donc aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs qui accueillent les Nantériens et les Nantériennes pour tous les types d'activités notariales et également des activités liées au droit de l'entreprise, au droit des commerçants et des fonds de commerce, bien sûr les ventes immobilières, toute la partie qui concerne le droit de la famille, et puis une petite partie qui concerne les collectivités, les promoteurs et la promotion immobilière. Donc on fait absolument toutes les activités qui dépendent du droit notarial, et on le fait dans des conditions qui sont plutôt agréables, des locaux qui sont faciles d'accès, qui sont compatibles avec les personnes à mobilité réduite. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de faire ça. Très bien. Alors, on a tous été enfants. Vous, quand vous étiez enfant, les grandes personnes nous disent toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que vers 7 ans, 8 ans, vous saviez déjà que vous alliez devenir notaire ou vous vouliez devenir quoi? Alors, en fait, j'avais envie de faire un métier où on aide les autres. Alors, aider les autres, on peut le faire de différentes manières. Moi, j'avais la chance d'avoir des capacités particulières pour les études, donc je me suis engagé vers des études plutôt longues, les études de droit. Et à l'issue de mes études de droit, il y avait la voie du contentieux, c'est plutôt les avocats, les juges, et la voie de l'amiable. Et donc j'avais envie de faire des contrats, j'avais envie de travailler pour des clients, et donc les études de notaire étaient tout à fait indiquées pour moi. Et est-ce que vous n'avez pas été influencé par vos parents pour que vous fassiez ce métier? Vous avez été inspiré? Alors le métier de notaire, c'est un métier qui est méconnu, Oui. et pour le connaître, il faut avoir travaillé dans des études, et pour l'aimer, ce métier-là, il faut avoir de l'expérience. Donc j'ai la chance d'avoir un père qui était notaire, qui avait lui-même créé son étude, un grand-père qui était notaire, qui avait aussi créé son étude. Donc on ne se succède pas les uns aux autres, Oui. mais effectivement cet environnement familial faisait que je connais le métier notaire depuis très longtemps, et que j'en connais aussi les avantages et les inconvénients. Voilà. Alors, je sais qu'à Nanterre, c'est une grande ville, hein, on est la capitale des Hauts-de-Seine. Pourquoi vous avez choisi Nanterre, votre étude Nanterre et pas Rueil, Paris, une autre ville? Dites-nous. Alors, lorsque j'ai eu l'occasion de devenir notaire en 2008, c'était un concours national. Et à l'époque, il n'y avait pas de liberté d'installation avant la loi Macron. Et donc, le concours était ouvert pour un certain nombre de villes. Il y avait 16 villes en tout, dans toute la France. Et dans ces villes-là, il y avait Nanterre, qui effectivement, comme vous l'avez dit, est la capitale des Hauts-de-Seine, une ville assez dynamique économiquement, avec un marché immobilier très actif. Je ne sais pas où je vais le faire découvrir. Mais effectivement, j'ai choisi Nanterre parce qu'il y avait toute cette variété d'activités, et où on peut développer des activités notariales et en service pour tout type de public. Et il y avait combien de personnes qui voulaient devenir notaire à Nanterre à votre place dans le concours? Alors c'est difficile à dire, mais à l'époque, effectivement, le concours était ouvert à toutes les personnes qui avaient le diplôme de notaire, et il y avait à peu près 700 candidats et 16 places. Et il y a eu un oral, il y a eu tout? Oui, c'était un concours universitaire. Donc vous étiez le meilleur des 700. Alors jusqu'à la loi Macron, effectivement, c'était un concours universitaire, et on était classé, et en fonction de ce classement, on avait la possibilité de choisir un office à créer. Très bien. Donc il y avait la possibilité d'en créer un à Nanterre, et j'ai pu avoir cette opportunité. Et après, est-ce que vous avez fait un repérage de la ville, etc.? Alors il est évident qu'on ne se lance pas comme ça Oui. dans toute activité économique. Donc il y a une étude de marché qui a été faite, et ensuite pour connaître un emplacement,
meilleur endroit pour accueillir sereinement les clients. Et c'est comme ça que j'ai été amené à m'installer près de la place du marché. Et est-ce que vous considérez votre métier aussi comme être un entrepreneur où vous devez former des gens? Alors c'est tout l'intérêt du métier de notaire aussi, c'est qu'en plus d'être un juriste qui fabrique des contrats, qui rédige des contrats et qui est un petit peu une sorte de magistrat de l'amiable, on a aussi toute la partie qui est la partie entrepreneuriale de l'office notarial avec des collaborateurs à gérer, des locaux à entretenir. Et donc il y a une partie effectivement qui est liée à toute entreprise et une autre partie qui est celle de l'office public. L'office public, c'est la délégation que nous fait l'État pour accomplir un certain nombre de missions. Et là, cette partie-là ressemble un petit peu à un service public. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Je sais que vous avez eu beaucoup d'étapes, donc vous maîtrisez bien. Est-ce qu'il y a quand vous vous levez le matin, vous dites je vais à l'étude, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive? Est-ce que vous pourriez nous décrire cette motivation et ce que vous aimez le plus? Alors évidemment, je ne vais pas vous ouvrir mon agenda. Mais si vous regardiez mon agenda de la semaine dernière, eh bien la semaine dernière, j'ai fait aider un couple dans le cadre d'une adoption. J'ai constitué une société, j'ai vendu un fonds de commerce, wow. J'ai fait 4 ou 5 ventes immobilières, de maisons, d'appartements, de terrains. C'est toute cette variété en fait, qui est intéressante, aussi bien le droit de la famille que le droit de l'entreprise, que le droit de l'immobilier. C'est des activités qui sont tout à fait passionnantes quand on prend la peine de les regarder et de les étudier à fond. Les études pour devenir notaire sont des études qui sont très longues et donc ça permet d'avoir le temps effectivement d'approfondir un certain nombre de sujets. Et moi ce que j'aime, c'est effectivement cette diversité d'activités qui est celle de l'activité notariale. Toujours différent, toujours vous adapter, toujours des solutions. Et il n'y a rien de plus agréable que de terminer un rendez-vous où un frère et une sœur qui ne se sont pas parlé depuis 15 ans finissent par vous dire « Ah ben merci maître parce que vous avez pu nous mettre d'accord sur un sujet ». Alors il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels ils ne seront pas d'accord, mais lorsqu'on a signé un acte, ça veut dire que toutes les parties, en conscience, avaient la volonté de réaliser quelque chose ensemble. Et moi je dis toujours à mes clients que je souhaite qu'ils signent le cœur léger. Je ne tiens jamais la main d'un client pour qu'il signe, donc s'il veut signer, c'est en conscience, en capacité. S'il ne veut pas signer, qu'il explique pourquoi, on peut en discuter. S'il signe, ça doit toujours être avec le cœur léger et cette idée qu'il accomplit quelque chose. On fait toujours des choses exceptionnelles dans les études de notaire. Chaque fois qu'on passe la porte d'une étude de notaire, c'est pour faire un acte d'exception. Acheter une maison, j'allais dire, on en prend pour 20 ans, un prêt immobilier, faire un contrat de mariage, un divorce, c'est toujours des moments d'exception. Chaque fois que vous poussez la porte d'une étude de notaire, c'est un moment de votre vie qui est un moment d'exception. D'accord. Alors, je reviens un peu à votre environnement. Nanterre, qu'est-ce que vous aimez dans la ville de Nanterre? Est-ce que vous connaissez bien la ville de Nanterre? Est-ce que vous pourriez nous décrire votre vision de Nanterre? Voilà. Alors, derrière mon bureau, j'ai un plan de la ville. Et si vous regardez cette ville, vous allez vous retrouver par exemple rue du Docteur Foucault, qui ressemble à une rue d'une petite ville de province, avec ses pavés, ses petits restaurants, et puis son environnement tout à fait charmant. Vous pouvez aller un petit peu plus loin vers le grand parc du nord de la ville, où là vous vous trouvez environné avec un environnement qui comprend des buildings, des grands immeubles, des choses comme ça. Vous pouvez aller sur le Mont Valérien, et là vous vous retrouvez dans une zone tout à fait pavillonnaire avec ce qu'on peut retrouver dans de nombreuses villes de banlieue. Et vous avez enfin tout ce qui est le centre-ville avec ses commerces, son attractivité. C'est une ville où vous avez un concentré de tout ce que l'on retrouve de mieux dans l'environnement économique français. Donc vous aimez bien Nanterre? Donc j'aime bien Nanterre. Le marché, les restaurants, oui. Ils ne sont pas ouverts. Oui. Alors, on est dans un confinement à venir ou pas, personne ne le sait. On a traversé tous une période terrible en 2020 où les outils technologiques nous ont bien aidés malgré tout.
Est-ce que vous êtes pour les outils technologiques comme les visioconférences ou comme les DocuSign signés? Est-ce que vous voulez encore optimiser? Que pensez-vous de tout ça? On n'est pas à l'an zéro de tout ça. Toutes ces techniques, on les utilisait avant le confinement. La visioconférence, les actes électroniques, les conférences téléphoniques, tout ça existait déjà. C'est vrai que le confinement nous a incité à beaucoup plus proposer à nos clients ces nouvelles technologies. Et là, je pense qu'on a une opportunité que l'on a saisie, parce qu'aujourd'hui, je peux faire des actes dans mon étude, je peux faire des actes chez vous, avec un confrère à distance en visioconférence, je peux recevoir des clients dans mon étude et qu'ils signent dans mon étude, avec des clients à distance chez un autre notaire. Oui, tous ces outils-là, je pense que c'est une aide extraordinaire, et je pense que la profession notariale a beaucoup œuvré pour tout ça. C'est quelque chose que l'on ne voit pas beaucoup. Mais par exemple, c'est un petit peu plus ancien, mais le site internet de la Chambre des notaires de Paris a été pendant longtemps le site internet le plus visité de France. Voilà, ça n'est pas rien. Ça veut dire que les notaires se sont très tôt saisis de tous ces outils-là. La visioconférence du notariat est un système sécurisé qui est agréé par le ministère de la Justice et qui est un système qui est la propriété des notaires de France. Et toute cette sécurisation crée de la confiance. Et lorsque les gens passent la porte d'une étude du notaire, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils vivaient un moment d'exception, ils vivent aussi un moment où il faut absolument avoir confiance. Avoir cette confiance dans l'officier public qui vous reçoit et avoir aussi confiance dans tous les outils technologiques qu'il met à votre disposition. La signature électronique sécurisée, c'est aujourd'hui un moyen incomparable et qu'aucune autre profession ne maîtrise pour développer avec sécurité une signature d'un contrat, et que ce contrat ait de la force probante extraordinaire que donne l'acte authentique. Donc, s'il n'y a plus jamais de confinement, est-ce que vous allez travailler en visio, vous allez en profiter, vous allez Bien sûr. Pour vous donner un simple exemple, la semaine dernière, j'avais un client qui devait se rendre à Vincennes pour signer un acte authentique. Le client n'avait pas la possibilité de se déplacer jusqu'à Vincennes. Je l'ai donc reçu dans mon étude. Nous avons fait une visioconférence avec le notaire de Vincennes qui recevait l'acte, qui avait lui-même ses clients dans son étude, et l'acte a été signé sans que personne ne se déplace. Ça a l'air de rien comme ça, mais nous sommes à Nanterre ici, et pour se rendre à Vincennes, il faut à peu près 1 heure de route, et revenir 1 heure de route plus 1 heure de rendez-vous, ça fait 3 heures. Le rendez-vous a pu se tenir en 40 minutes dans des conditions de sécurité parfaites et avec 2 clients satisfaits, l'un à Vincennes, l'autre à Nanterre, et 2 notaires qui avaient gagné un temps infini dans la production de l'acte. Ce temps-là, il est mis à la disposition d'autres clients pour faire d'autres activités, et c'est une bonne chose. Donc, confinement ou pas confinement, bien sûr, ces outils-là, on continuera à les utiliser parce que maintenant, le public est en attente de ces technologies, et nous avons la maîtrise de ces technologies dans des conditions de sécurité qui sont excellentes. Alors, je sais que vous faisiez des conférences parce que vous êtes doué. Est-ce que vous avez pu en faire avec Zoom des conférences pour aider les gens, ou vous avez un peu arrêté l'activité? Alors, j'ai des activités pédagogiques. Il peut m'arriver effectivement de donner des cours. En visioconférence, c'est parfaitement possible. Pendant le confinement, ça n'était pas trop le sujet ni le moment. Il n'y a pas eu forcément de demande sur ces sujets-là. Si la demande s'en faisait ressentir, pourquoi pas? On a un outil qui peut être utilisé pour ça, dans des conditions de sécurité, encore toujours. C'est quelque chose de très important dans le notariat, la sécurité. Et donc ça, on le développe et on le développera par la suite. Alors justement, moi je suis agent immobilier depuis 25 ans dans ma ville de Nanterre, et au dernier confinement, le ministre du Logement nous a expliqué qu'on pouvait visiter les biens sans les acquéreurs, prendre des mandats, faire des études, mais on n'avait pas le droit d'amener les acquéreurs faire les visites. Donc il y avait toute une polémique dans notre métier. Il y avait certains agents immobiliers qui disaient que
on pouvait vendre malgré tout avec une vidéo en visio des appartements. Et je sais que quand on signe un acte authentique, mais c'est juste avoir votre point de vue, à la fin il y a une petite ligne, vous avez bien visité le bien, et je parle des biens anciens, hein, pas des biens nouveaux, et l'acquéreur dit oui, et donc vous actez, ça vous permet d'enlever tout le stress des vices cachés, etc. Donc, alors attention, oui. Les petites lignes des contrats que l'on signe chez le notaire, elles peuvent parfaitement faire l'objet d'une rédaction. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a une petite ligne qui indique ça, mais cette petite ligne, elle peut être enlevée sur les déclarations des parties. Si les parties n'ont pas visité le bien, il est évident qu'on ne va pas écrire qu'elles l'ont visité. D'accord ? Donc, rien n'interdit que le bien soit vendu sans avoir été visité. Rien n'interdit. Il n'y a pas de loi qui l'indique. Pour autant, la prudence et le caractère très engageant de nos actes impliquent que le bien soit visité. C'est d'ailleurs toute votre valeur ajoutée. Votre valeur ajoutée, elle est aussi de présenter le bien de façon à ce que les clients puissent se rendre compte par eux-mêmes de la qualité de ce qu'ils achètent. Voilà. La définition d'une vente dans le Code civil, c'est un accord sur la chose et sur le prix entre un vendeur et un acquéreur. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on a pris pleinement connaissance de ce que qu'est la chose. Donc ça veut dire avoir vu et visité le bien et avoir pu se rendre compte par soi-même de ses qualités et ses défauts, même si encore une fois, rien n'oblige l'acquéreur à avoir visité le bien qu'il achète. D'accord. Mais justement... C'est quelque chose en tout cas que je déconseillerais. Je veux dire par là que je n'imagine pas que l'on puisse s'engager dans une acquisition immobilière sans avoir visité le bien. Sauf dans les programmes neufs. Dans les programmes neufs, rien ne vous empêche... Alors effectivement, on achète sur plan, mais rien ne vous empêche de faire un tour du quartier, de vous rendre compte si il y a des commerces à proximité, s'il y a des voies d'accès, s'il y a un quartier qui est en devenir avec une zone d'activité et des emplacements réservés pour un certain nombre de services publics. Donc ça, c'est pareil. Lorsque vous achetez sur plan, c'est pas parce que vous achetez sur plan que vous pouvez acheter un bien immobilier à Bordeaux sans avoir jamais mis les pieds dans la ville de Bordeaux. C'est la simple mesure de prudence et de vous rendre compte par vous-même du quartier, de la qualité des biens qu'on vous propose, y compris dans les ventes sur plan, cette méfiance et cette simple curiosité qui doit être importante. Il y a un adage latin qui dit que l'acquéreur doit être curieux. Et même si c'est un adage latin qui date de plusieurs centaines d'années, aujourd'hui encore, j'engage vivement à nos acquéreurs à visiter vraiment le bien. Particulièrement curieux. Non seulement le visiter, mais à poser des questions à l'agence qui connaît le bien qu'elle vend, à poser des questions au vendeur, à se renseigner sur le quartier et à savoir si effectivement on aura une existence qui est conforme à ce que l'on espère dans le nouveau bien. Alors justement, chaque fois que je fais un acte authentique chez un notaire, je me suis aperçu qu'aucun notaire a visité le bien. Alors, justement, vous parlez de curiosité. Est-ce que vous, quand vous faites un acte authentique, vous faites la désignation, vous la lisez, est-ce que vous ne vous dites pas « Ah, demain, j'aurais bien aimé le voir, le bien ». Et justement, avec toutes ces nouvelles technologies, quand on vous envoie une offre, il serait peut-être bien d'ajouter une petite vidéo, vous voyez le bien, vous le visualisez, comme ça, vous le maîtrisez autant que l'agent immobilier. Alors, qu'en pensez-vous ? Votre question est intéressante parce que moi, mon métier, il est de transmettre un droit de propriété. Il n'est pas forcément de présenter ce droit de propriété et de présenter le bien. Je pense qu'il y a des professionnels pour ça, vous en êtes, mais on a aussi aujourd'hui toute une série de diagnostics qui sont faits préalablement à la vente que l'on peut mettre à la disposition de l'acquéreur. Le caractère très subjectif de la visite fait que je n'ai pas forcément besoin d'avoir visité un bien immobilier pour me rendre compte s'il y a ou non une difficulté juridique dans le bien immobilier. Ma curiosité naturelle fait que, évidemment, lorsque je vends un bien immobilier,
Il m'arrive parfois de revenir sur l'agence immobilière, sur l'annonce immobilière qui a été passée. Il m'arrive de regarder les photos que les clients peuvent me donner. J'ai bien souvent les plans qui me permettent de contrôler si le bien immobilier a fait l'objet de travaux ou non. Je ne pense pas que ce soit un obstacle, en tout cas, à la validité juridique de l'acte que je fais. C'est parfois effectivement une petite difficulté lorsque on a des contraintes techniques ou des clients qui posent des questions sur des aspects techniques. Mais ça, c'est tout l'avantage justement d'avoir un contrat lorsqu'il est passé avec des agents immobiliers, puisque là, vous êtes là pour présenter le bien, le mettre en valeur, mais aussi parfois indiquer à l'acquéreur si le bien a un défaut quelconque ou quelque chose qui serait de nature à justifier un prix plus ou moins élevé. D'accord. Ben justement, il y a les professionnels comme les agents immobiliers qui présentent les biens, et puis il y a les particuliers entre eux qui se vendent les biens et qui viennent vous voir. Vous, quand vous recevez des particuliers, vous préférez recevoir des particuliers entre eux ou que ce soit l'agence qui vous présente le bien? Quelle est votre préférence pour faire votre acte plus tard? Alors, si je voulais être un peu flagorneur, je vous dirais que je préfère qu'il y ait une agence immobilière. Parce qu'effectivement, l'avantage, il est que je sais qu'il y a un professionnel qui s'est assuré des qualités et des défauts du bien, et que ce professionnel-là, qui a sa conscience pour lui, a présenté les avantages et les inconvénients. Pour autant, lorsque j'ai en face de moi des particuliers, j'ai l'habitude de leur adresser un questionnaire de façon à essayer de déceler si dans le bien qui est vendu, il y a quelque chose qui serait de nature à influencer la décision de l'acquéreur ou à influencer un caractère important sur le prix de vente. Voilà. Mais encore une fois, notre métier à nous, il est aussi de s'assurer que le vendeur et l'acquéreur ont la capacité de s'engager. Cette capacité, ça veut dire, est-ce qu'effectivement ils ne sont pas pris dans un emballement qui a fait qu'ils ont pris une décision un peu trop hâtive sur le bien. Là, on a la chance aussi d'avoir un certain nombre de garde-fous qui sont proposés par la loi. Vous savez qu'il y a un délai de rétractation. Ce délai de rétractation, dans le cadre des acquisitions, il s'applique que le bien ait été vendu par un professionnel ou pas. Et donc, ça permet justement de prendre le temps. Lorsque l'avant-contrat est signé en agence immobilière, ce qui est parfaitement possible, c'est le professionnel de l'immobilier, négociateur, qui a rédigé ce contrat, qui l'explique aux parties. Lorsqu'on est entre particuliers, eh bien, cet avant-contrat, il est reçu au terme d'un rendez-vous qui ressemble un petit peu à celui que l'on a aujourd'hui. Il y a la lecture de l'acte, et à l'occasion de cette lecture d'acte, il y a un certain nombre de questions qui sont posées, et ces questions sont de nature à inciter le vendeur à indiquer ce qui pourrait avoir une influence sur la prise de décision de l'acquéreur. D'accord, bon, c'est clair, c'est un peu technique, mais c'est dans la pratique qu'on voit toutes les choses, et puis vous les pratiquez. Vous trouvez, moi quand je travaille avec vous, j'aime bien parce que vous trouvez toujours la solution, et puis vous avez toujours un ton apaisé, et c'est toujours optimiste et positif. Et des notaires qui ont plutôt une pression, enfin voilà, bon, moi j'aime bien venir ici dans votre étude pour ça aussi. Merci. En plus elle est toute neuve, elle est grande. Alors, il y a un combat que les notaires font et que les particuliers ne connaissent pas, c'est le combat contre la loi Macron. Il y a une histoire d'argent dessus, des honoraires. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques phrases? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi Macron, elle a modifié les conditions d'installation des notaires qui aujourd'hui ont la possibilité, personnes diplômées notaires, ont la possibilité de faire acte de candidature à un tirage au sort pour obtenir un droit d'exercer. Autrefois, ce droit d'exercer il était obtenu par concours ou par cession des offices. Aujourd'hui, on peut toujours céder son office, on peut toujours s'associer, on peut aussi participer à ce tirage au sort. Les notaires, au regard de l'importance de ce que l'on fait dans les études, étaient pas forcément heureux que la qualité d'officier public s'acquiert par le biais d'un tirage au sort. Ça, c'est un aspect.
Il y a l'autre aspect qui est l'aspect financier. Il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, les études sont aussi des entreprises, même si c'est un office public, c'est aussi une entreprise qui a des charges de personnel. Tous les moyens que l'on met en œuvre pour assurer une prestation de qualité, ces moyens, ils ont un coût. Ce coût, il est aussi lié à la responsabilité que l'on prend lorsqu'on signe un acte. Lors des débats préalables à la promulgation de la loi Macron, il y avait un certain nombre de voix qui se sont élevées pour faire diminuer le tarif des notaires. Ce tarif a été diminué de façon assez sensible sur un certain nombre d'actes. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est une décision politique. Alors il est évident que si demain je vous disais que votre rémunération allait baisser dans des proportions importantes, je ne pense pas que vous seriez ravis. Bon, c'était le cas d'un certain nombre de notaires. Aujourd'hui, ce qu'il faut tirer de tout cela, c'est quoi? C'est que finalement la qualité de nos prestations ne doit pas baisser. C'est que aussi la qualité de la réception de la clientèle et la qualité de notre responsabilité ne doit pas baisser. Donc tous les notaires mettent en œuvre justement un certain nombre de moyens de production pour que cette qualité ne baisse pas, quel que soit le coût. Alors désormais, ça passe par des formations, ça passe aussi par justement l'utilisation de moyens techniques qui sont mis à disposition. Tout ça a un coût. Ce coût, il est répertorié, il est agencé sur nos prestations. Il faut savoir que la plupart de nos prestations sont tarifées, c'est-à-dire que vous veniez dans l'étude de Nanterre ou dans n'importe quelle autre étude sur le territoire français, on vous applique le même tarif. C'est une très bonne garantie pour les clients. Voilà. Ce n'est pas moi qui choisis le montant de ma prestation. Alors justement, pour toutes les activités qui dépendent du monopole des notaires, ces activités sont tarifées. Pour toutes les activités qui peuvent être faites par d'autres professionnels, ces activités ne sont pas tarifées. Typiquement, les avant-contrats, toute la matière liée au droit commercial, qui peut être aussi fait par des avocats, des experts comptables, par les particuliers entre eux, toute cette partie-là n'est pas tarifée. Et là, à ce moment-là, c'est une négociation libre d'honoraires préalablement consenti et préalablement négocié entre le notaire et son client. Donc, les tarifs, les gens ils pensent que le notaire, quand on dit 8% de frais de notaire, le notaire va toucher 8% dans sa poche. Alors, vous pouvez clarifier que vous n'allez pas toucher 8% de la vente dans votre poche et que vous allez dispatcher ça et combien vous allez avoir. Alors, tout ceci doit être parfaitement transparent. Voilà. D'une part, lorsque vous signez un acte à l'étude, cet acte, notamment dans les avant-contrats, donc dans les promesses de vente, vous savez à l'avance le détail de la provision sur frais qu'on vous appelle. Alors vous appelez ça des frais de notaire, permettez-moi d'appeler ça des frais d'acquisition. Et je devrais dire plus exactement des frais de l'État, donc c'est les droits qu'on paye au Trésor public, et les honoraires du notaire, plus exactement ses émoluments, c'est-à-dire sa rémunération. Pour effectuer sa tâche, sa mission. Pour effectuer sa tâche. Donc, dans les avant-contrats, maintenant, les notaires ont pris l'habitude de distinguer ce qui sont les droits que l'on paye au Trésor public des émoluments perçus par le notaire. Et donc, le client doit avoir une transparence sur la rémunération du notaire. Et cette transparence me paraît tout à fait légitime et tout à fait normale. Donc, je n'ai aucune difficulté à annoncer des frais à un client dès lors que ceux-ci sont parfaitement transparents et dès lors que le client est parfaitement informé préalablement à l'exécution de la mission au coût de celle-ci. Donc, j'ai aucune difficulté avec ça. D'ailleurs, les tarifs sont, comme dans toutes les études de notaire de France, affichés dans la salle d'attente de l'étude et sur les sites internet de l'office et sur ces questions-là, il y a une parfaite transparence du notaire et de tous les collaborateurs du notaire qui annoncent au client le coût des prestations. Alors justement, dites que vous ne prenez pas 8%, dites que vous prenez 0,1%. Alors, effectivement, il y a un pourcentage qui est entre 0,615 et 0,825% hors taxe, donc ça c'est notamment pour les ventes immobilières.
Mais notre tarif a une certaine complexité Oui. qui est liée à effectivement la complexité de la nature des actes que l'on fait. Donc il pourrait être un petit peu simplifié, notamment pour les actes avec une assiette peu importante, où là effectivement le tarif est très élevé. Aujourd'hui, lorsque vous vendez, vous achetez plus exactement un parking, proportionnellement, vous payez beaucoup plus cher que lorsque vous achetez un appartement, et proportionnellement beaucoup plus cher que lorsque vous achetez un ensemble immobilier de plus grande ampleur. Donc ce tarif-là pourrait être simplifié, je vous l'accorde. Bon, on va essayer de voir l'avenir un peu positif. L'année 2020, je pense que c'était le record des transactions immobilières dans toute la France. Est-ce que vous êtes au courant? Vous avez des chiffres? Alors, les notaires de France publient des statistiques, Oui. Ils font l'objet de statistiques publiques. Il est vrai que l'année 2020, en termes de nombre de transactions, a été plutôt satisfaisante, y compris avec les deux confinements. L'année 2021 qui s'annonce ne semble pas déroger aux années précédentes. Toutefois, il est évident qu'avec la crise économique et puis les conséquences, plus exactement des crises économiques que l'on connaît en 2020, l'année 2021 sera peut-être plus chaotique. Mais ça, c'est simplement les mois qui suivent qui nous le diront, et peut-être pas encore le 8 janvier. Donc, est-ce que vous avez un pronostic pour l'année 2021? Alors, j'aimerais dire que ce pronostic, il est essentiellement fondé sur la confiance que les banques accorderont à nos acquéreurs. Voilà. On a aujourd'hui des taux qui restent des taux tout à fait raisonnables, des conditions de marché qui sont plutôt favorables. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, et les banques notamment font partie de ces responsabilités-là. Donc tant qu'on aura des taux bas et que l'on aura des acquéreurs qui cherchent à se loger, il y aura des vendeurs pour vendre, et donc il y aura un prix de marché qui s'établira. Et à nous, professionnels, justement, de faire en sorte que ce prix de marché ne s'envole pas, et que ce prix de marché non plus ne baisse pas dans des proportions qui seraient défavorables pour tous. Le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est très actif, et c'est un marché qui induit beaucoup de consommation derrière, et qui fait vivre une part importante de la population française. Donc c'est important que ce marché soit un marché stable. Voilà, alors quand vous finissez votre journée vers 20h, 21h, vous rentrez chez vous, est-ce que avec votre épouse, vous parlez de vos clients, ou vous êtes capable de faire un switch? Vous, comment vous réagissez entre votre vie familiale et vie notariale? Alors d'abord, la vie d'un notaire, elle est soumise à quelque chose de tout à fait particulier, c'est le secret professionnel. Et ce secret professionnel, il est absolu. C'est-à-dire qu'il s'induit évidemment que ce secret professionnel, il touche l'environnement familial, et quelle que soit l'envie qu'on a de partager tout ça. Alors il est certain que quand on a des activités qui induisent beaucoup d'émotions comme la nôtre, moi quand j'ai des clients qui viennent pour signer un contrat de mariage et qui à l'issue de ce contrat de mariage sont tout à fait satisfaits parce qu'ils créent un nouveau projet, je suis content. Lorsque j'ai des clients qui viennent me voir pour des aspects beaucoup plus douloureux de leur vie, dans le cadre d'une succession, d'une séparation, c'est sûr que je ne suis pas insensible. Mais comme dans toutes les professions, il y a la partie professionnelle de la vie, il y a aussi la partie plutôt personnelle. Moi, à titre personnel, j'habite assez loin de l'office, donc dans le temps... Vous habitez où alors? J'habite dans le sud du département, dans le temps qu'il me faut pour regagner mon domicile, c'est le temps que je prends aussi pour décompresser. Voilà, pour faire la part des choses entre ce qui relève de ma vie personnelle et ce qui relève de ma vie professionnelle. Et est-ce que vous avez une passion en dehors du notariat? Vous aimez la musique, le jardin, les animaux? J'aime la photo.
Faire des photos. Voilà, j'aime faire des photos et j'ai aussi une petite collection de stylos qui soient publicitaires ou de qualité. Et donc, voilà. Et vous photographiez des paysages, des gens, tout. Et vous faites des montages. Oui. Et vous connaissez la qualité de la photo, vous suivez l'actualité, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Ah bah justement, dans nos visites de maison, c'est pour ça que vous nous avez parlé de photos, j'ai compris. Exactement. Bon, eh ben, je vous remercie beaucoup, Maître Olivier Morin. J'espère qu'on fera de très bonnes affaires en 2021. D'abord la santé pour tous, et après les affaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Très bientôt.